Reprise du débat, l'honorable député de Drummond. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je veux dire, on ne s'ennuie pas dans cette Chambre, c'est vraiment extraordinaire. Il y a toujours un événement, toujours quelque chose qui vient captiver notre attention. Et je suis très content, Madame la Présidente, qu'on en soit rendu à cette étape-là avec le projet de loi C-18. Moi, je suis content, mais je peux vous dire qu'il y a des médias un peu partout dans ma circonscription de Drummond, un peu partout au Québec. Et si je me fie aux conversations qu'on a eues avec les différentes parties prenantes à travers le Canada, je pense que pas mal de monde vont pousser un soupir de soulagement quand on aura finalement adopté le projet de loi C-18. Madame la Présidente, je voudrais dédier mon discours, je veux dire humblement, à ces 1300 personnes, 1300 travailleurs du secteur de l'information qui ont subi les coupures chez Bell Media la semaine dernière. On en a parlé ici dans cette Chambre. Je voudrais avoir une pensée particulière pour deux d'entre eux. Il y en a certainement plusieurs, puis je suis convaincu qu'il y en a dans les circonscriptions un peu partout au Québec, au Canada. Mais il y a Martin Brassard, un journaliste de 35 ans d'expérience chez Bell Media, dans la circonscription de mon collègue de Rimouski-Nejet, Témiscouata-les-Basques. Le gars, après 35 ans d'expérience, a perdu son poste à cause des coupures. Et chez nous, à Drummond, un jeune journaliste plein de talent, plein de potentiel, plein d'avenir, Louis-Philippe Arnois-Harel, qui était chez Nouveau, au service de nouvelles, aussi détenu par Bell, évidemment, dans ces coupures-là. J'ai trouvé, peut-être que, Madame la Présidente, peut-être que vous n'avez pas encore eu le temps de lire les nouvelles du jour, mais dans le Devoir aujourd'hui, Boris Proulx rapporte que le collègue de Saskatoon Grasswood laisse entendre que la décision de Bell de procéder à des coupures de 1300 postes et la fermeture de 6 stations de radio serait comme un peu un plan en connivence avec le gouvernement pour forcer l'adoption de C-18 cette semaine. Là, je me suis dit, OK, dans quelle espèce de scénario de film est-ce qu'on est en train de jouer ou qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Est-ce qu'on est vraiment rendu à penser qu'une entreprise va foutre à la porte 1300 personnes juste parce qu'on veut pousser l'adoption d'un projet de loi qui est attendu et qui, de toute évidence, allait être adopté dans les jours, les semaines à venir de toute façon? Honnêtement, je trouve qu'on pousse la théorie du complot un peu loin là-dessus, Madame la Présidente. Et ça, je voulais le souligner. C'est un collègue que j'estime énormément. Je siège avec lui. Nous sommes tous les deux co-vice-présidents du Comité du patrimoine et je sais qu'il affectionne l'industrie des médias. Je sais qu'il a fait carrière aussi avant d'être député dans l'industrie des médias, tout comme moi, et je le sais intègre. Celle-là, je pense qu'il l'a échappé. On aura certainement l'occasion de s'en reparler, lui et moi. Un peu de contexte. Écoutez, Madame la Présidente, ça fait quand même de nombreuses années que les médias ont de la difficulté, les médias d'information particulièrement. Facebook, Google, notamment, s'approprient les textes de nouvelles, s'approprient le contenu des médias d'information, sans devoir payer de redevances, sans devoir payer de compensation pour le matériel qui est produit, avec passion, par les salles de nouvelles. Il y a eu au début des années 2000 déjà des drapeaux rouges qui se levaient sur la présence des géants du Web, des grandes compagnies qui prenaient de plus en plus de place sur Internet. Et à l'époque, le gouvernement a décidé que non, on allait plutôt les exempter de la loi sur la radiodiffusion. On allait plutôt les exclure de ces réglementations-là. On a peut-être manqué de vision. Je ne veux pas critiquer ce qui a été pris comme décision à l'époque, parce qu'on a pris cette décision-là avec les faits de l'époque, mais peut-être qu'on a manqué un peu disons, d'agilité dans cette décision-là. On ne s'est peut-être pas donné la latitude pour revenir réévaluer cette position-là au fil des années, ce qui fait que pendant des années, les médias d'information particulièrement, mais l'industrie culturelle aussi, ont agité le drapeau pour dire attention, ils prennent de plus en plus de place et la place qu'ils prennent, bien, elle est en train de nous faire mal et elle est en train de nous gruger des revenus, elle est en train de mettre des postes en péril et puis au fil des années, c'est ce qui s'est produit. Alors, la mise en garde se réalisait sous les yeux des gouvernements successifs sans que personne ne lève le petit doigt puis sans que personne dise hey, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose pour les médias d'information, pour l'industrie culturelle.
J'étais dans les médias, je l'ai dit tantôt, avant de venir faire un tour en politique. Puis par la suite, j'ai travaillé également dans l'entreprise privée, avec toujours un lien avec le marché publicitaire. J'étais aux premières loges, Madame la Présidente, pendant des années pour voir l'impact qu'avait ce nouveau joueur dans l'assiette publicitaire et l'impact que c'était en train de prendre dans le marché. Des représentants qui venaient nous voir pour nous vendre de la publicité, par exemple, et qui nous expliquaient que c'était plus payant pour nous d'acheter de la publicité chez eux que sur les plateformes numériques, alors que les plateformes numériques offraient des prix dérisoires en comparaison aux médias traditionnels. Alors évidemment, c'était très tentant pour les entreprises, quelles qu'elles soient, d'opter pour cette option-là, d'aller plutôt vers les médias numériques, vers les Google de ce monde. Ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est plus de 80% des revenus publicitaires qui sont générés en ligne et qui sont accaparés principalement par Google et Facebook, qui, encore une fois, n'ont aucune redevance, n'ont rien à payer à ceux qui produisent le contenu qu'ils peuvent monétiser et qu'ils peuvent utiliser pour vendre leur publicité. En plus de ça, ils collectent des données. Vous savez que les données, c'est encore plus payant que la publicité comme telle. Alors écoutez, ils sont vraiment en train de passer le râteau dans le buffet, puis il n'en reste plus pour personne. Et ce qui fait en sorte que, tranquillement, pas vite, les journalistes, eux, voient leurs textes qui sont repris par les médias numériques, des textes, des reportages de grande qualité qui sont produits par des gens compétents et qui se retrouvent sur Facebook partagés, et qui se retrouvent sur Google lors de recherches qu'on fait sur les moteurs de recherche. Pas une scène qui va vers eux pour ça, pas une scène qui va vers le média qui a payé pour produire cette nouvelle-là. Alors pour moi, c'est insensé et il était urgent qu'on réponde à la demande des médias d'information et qu'on mette en place une législation qui allait faire en sorte que, pas qu'on impose des montants précis, pas qu'on impose un paiement, mais qu'on impose un cadre de négociation. Parce que C-18, c'est pas de dire vous allez payer tant, puis voici le prix que ça va coûter, puis ci, puis ça. C-18, ça dit vous avez l'obligation de négocier de bonne foi, et voici le cadre de négociation qu'on vous impose. C'est ça, C-18. Alors, de dire qu'on va avantager un tel par rapport à un tel, bien là, on étire un petit peu, on extrapole. Moi, je pense que c'est un projet de loi qui est probablement perfectible, qui ne réglera pas tous les problèmes. Ça, c'est évident. On est rendu tellement loin, de toute façon, dans la descente aux enfers que vivent nos médias d'information depuis 10-15 ans, que ce n'est pas seulement C-18 qui va être la solution, mais c'est certainement un bon pas. C'est certainement un bon message qu'on envoie aussi aux géants du Web que de dire non, vous ne viendrez pas cannibaliser les contenus de nos producteurs de nouvelles, de nos producteurs de contenus culturels. Alors, il est urgent de l'adopter, puis il est urgent aussi de voir l'effet que ça va avoir pour qu'on puisse ensuite mettre des mesures en place pour venir en aide aux médias. Madame la Présidente. Ah ben ça, c'est pas fin. Le député de Drummond, 12 minutes. On va les prendre, Monsieur le Président, on va les prendre. Merci beaucoup. Monsieur le Président, content de pouvoir reprendre là où on a laissé hier soir. Je vous avoue, Monsieur le Président, que j'étais quand même un peu déçu. On avait une belle occasion hier soir de débattre sur C-18 et on a été interrompu vers 18h30 hier. En plein milieu de mon discours, comme vous le dites, il restait une douzaine de minutes à faire. Ça aurait été élégant de laisser mon discours se terminer avant d'interrompre les travaux, mais bon, on n'est pas là-dessus aujourd'hui. On va plutôt parler de C-18 pour le temps qu'il en reste, parce que, comme on le sait, en fait, la Chambre vient de voter en faveur d'une motion de clôture. Monsieur le Président, dans les débats sur C-18, on a beaucoup parlé d'argent. On a essentiellement parlé des difficultés financières que vivent les médias d'information depuis des décennies, depuis l'arrivée sur le terrain de jeu des géants du Web qui se sont appropriés littéralement la grosse part, la part du lion des revenus publicitaires. Donc, on a beaucoup parlé d'argent. Puis oui, c'est important de parler de l'argent parce que c'est le nerf de la guerre, évidemment. C'est ce qui manque aux médias d'information pour réussir à tirer leur épingle du jeu et à continuer d'offrir le service essentiel qu'ils offrent, soit une information de qualité, une information indépendante, une information vérifiée, une information rigoureuse. Bref, une information qui répond aux standards journalistiques reconnus.
On a parlé d'argent. C-18 va être bénéfique pour le secteur de l'information, va probablement et fort probablement contribuer à sauver bon nombre d'entreprises de nouvelles. C'est le but du projet de loi et je pense que dans une assez bonne proportion, il va rencontrer cet objectif. Mais je voulais aussi qu'on parle aujourd'hui, Madame la Présidente, d'autres choses que C-18 va contribuer à préserver ou même à sauver. Et c'est le journalisme comme tel. Et ça, on a débattu, on a entendu toutes sortes de choses concernant les entreprises admissibles de nouvelles, les entreprises qui allaient tirer leur épingle du jeu davantage que d'autres avec ce projet de loi, avec cette réglementation, avec ce cadre réglementaire qui va être mis en place par C-18. Mais on oublie de définir ou de discuter de ce qu'est le journalisme comme tel. Parce qu'avec l'arrivée des médias sociaux, avec l'arrivée des plateformes numériques, c'est vrai qu'on a vu apparaître de nouveaux types de médias d'information, de nouveaux styles d'entreprises, de nouvelles, de façon de livrer l'information. On a vu, par contre, davantage d'entreprises de nouvelles qui sont, disons, de la nouvelle engagée. Appelons ça du journalisme engagé, dans certains cas même du journaliste militant, activiste. Une forme de journalisme qui embrasse une cause et qui, par son média, va servir de la nouvelle au public, mais avec un biais favorable à cette cause. Ça peut être du journalisme pro-environnement, par exemple, ce qui est tout à fait louable, on en convient, mais c'est une façon de livrer les nouvelles qui aura toujours un biais en faveur d'un certain militantisme environnemental. Rien contre. Mais est-ce qu'on peut parler là de journalisme au sens propre du terme? Pas vraiment. Au même titre qu'un certain type de média pourrait avoir une tendance politique. Et là, je sais que certains vont dire, ouais, Radio-Canada, CBC, ils ont un biais pro-gouvernement, pro-libéral. C'est vrai. Mais, dans le fond, qu'est-ce que c'est que le journalisme? Bien, le journalisme, c'est un métier qui exige beaucoup de rigueur, qui exige beaucoup de passion aussi, Madame la Présidente. Il existe des normes dans ce métier. Il existe un certain nombre de règles qui sont reconnues, j'irais jusqu'à dire qu'ils sont reconnus internationalement, des règles journalistiques, des grands principes qui sont l'indépendance. Qu'est-ce que c'est l'indépendance dans le secteur du journalisme, dans le métier de journaliste? Bien, l'indépendance, c'est justement de faire son travail sans subir l'influence d'un gouvernement, d'une entreprise, d'un mouvement quelconque, d'une cause. Ça, c'est l'indépendance journalistique. L'autre grand principe, la rigueur dans le traitement de la nouvelle. Et la rigueur dans le traitement de la nouvelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une passion quasi maladive dans la recherche de la vérité. Donc, dans la vérification des faits. Encore une fois, avec indépendance, avec rigueur, avec objectivité. Et l'autre grand principe, c'est le respect des personnes, le respect des groupes et le respect dans le traitement des sources. Ce sont les grands principes qui encadrent le métier de journaliste. Je ne dis pas que ceux qui pratiquent un journalisme engagé, un journalisme militant, d'opinion, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais est-ce que c'est ce qu'on souhaite protéger avec C-18? Pas nécessairement. Et c'est pour ça que dans C-18, on a fait ajouter des critères d'admissibilité qui faisaient en sorte que les entreprises de nouvelles admissibles dans le cadre réglementaire que C-18 va proposer soient des entreprises qui adhèrent justement à une forme de code de déontologie. Pas nécessairement les normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada, pas nécessairement le code déontologique du Conseil de presse du Québec. Un code qui, même s'il est fait maison sur une feuille de papier, soit un engagement de cette entreprise-là de respecter les grands principes journalistiques. Il me semble, Madame la Présidente, que ça devrait être de nature à rassurer les gens qui pensent que C-18 va favoriser certains médias qui, selon eux, auraient un biais
favorables à l'endroit du gouvernement et pourraient justement relayer les opinions de ce gouvernement dans leurs grands médias. Mes amis conservateurs ont vraiment une opinion assez, on l'a entendu dans les débats, là, je ne pense pas que je vais leur apprendre quelque chose, les députés qui n'ont pas participé au débat de C-18, je ne pense pas que je vais leur dévoiler une grande surprise en disant qu'ils n'étaient pas très en faveur de ce projet de loi-là et qu'ils n'aiment pas généralement ce qu'on peut appeler ce qu'on appelle au sud de la frontière les mainstream médias, hein? Tu sais, les médias, les grands médias d'information, les entreprises traditionnelles. On pense à CBC, Radio-Canada, on pense à Vidéotron, on pense à Bell Media, on pense à ces grandes entreprises qui font de l'information depuis Québécois, évidemment. Et ils les trouvent biaisés, évidemment, parce que, de façon générale, ils ont des positions qu'ils ne retrouvent pas relayées comme ils le souhaiteraient par ces médias-là. Pour toutes sortes de raisons, on n'est pas là, mais généralement, le spin populiste ne trouve pas écho dans les médias dits généraux, génériques, les médias qui, justement, adoptent des normes journalistiques et embrassent les grands principes journalistiques. Parenthèse, parce qu'on parle de CBC et Radio-Canada, je connais quelqu'un qui a travaillé là une bonne partie de sa carrière au service des nouvelles et qui recueillait les plaintes du public. Et il disait, si on reçoit un nombre égal de gens qui se plaignent d'un traitement favorable à la cause. Je vous donne un exemple plus précis, parce que là, ça va être compliqué, mon exemple. Les indépendantistes québécois, on a souvent reproché à Radio-Canada, par exemple, côté français, d'être fédéralistes, de ne pas relayer les informations ou de le faire de façon biaisée quand il s'agit de la cause indépendantiste. Et de l'autre côté, les fédéralistes au Québec trouvent que Radio-Canada, c'est une bande d'indépendantistes. Alors cette personne-là que je connais me disait, si dans le traitement d'une nouvelle, je reçois un nombre égal de plaintes de gens qui se plaignent qu'on est trop fédéraliste par rapport à ceux qui se plaignent qu'on est trop indépendantiste, je me dis qu'on a fait un bon travail, qu'on a fait le travail de façon objective, qu'on est sur le bon picot, comme dirait mon ami le leader, le député de la Prairie. Bref, tout est évidemment question de perception. Mais la chose qui diffère des grands médias, et là je ne veux pas prendre la défense de CBC, Radio-Canada, mais de façon générale, ces grands médias-là, qui sont généralement objectifs, évidemment, on va voir des biais de temps en temps, mais des biais légers, des biais qui... Ces grands médias-là doivent corriger le tir quand ils font erreur, quand ils errent, quand ils sont, par exemple, partisans ou biaisés, ou quand ils traitent mal une nouvelle. Et ils ont tous des moyens justement, de recevoir les plaintes, de les traiter et de se rétracter au besoin. Et ça aussi, ça fait partie des grands principes journalistiques, de savoir se rétracter quand on reconnaît avoir erré. Je vous parle de grands médias, mais je vous parlais aussi tantôt des nouveaux médias, des nouvelles formes de médias d'information qu'on a vu beaucoup apparaître, des médias de toutes sortes. Beaucoup de nouvelles d'opinion, comme je vous disais, puis je me demandais, est-ce que ces médias-là doivent être négligés? Et la réponse est clairement non. Il se fait présentement dans le secteur de l'information un changement. Et ça, tout le monde, à l'étude de C-18, tout le monde l'a reconnu. Il y a un énorme changement. Et oui, les entreprises de nouvelles doivent s'adapter. Elles doivent faire le virage numérique. Elles doivent s'assurer d'aller rejoindre les gens là où ils sont. Depuis des années, les habitudes de consommation des nouvelles des gens ont changé. Les gens s'alimentent en nouvelles sur les médias sociaux. Ils vont, par exemple, sur Facebook. Ils vont aller chercher des nouvelles sur Facebook. Ils vont faire une recherche pour une nouvelle X sur un sujet Y sur Google. Ce sont devenus les véhicules par lesquels on consomme l'information. Il m'apparaît tout à fait normal que ces véhicules d'information et de contenu général, qui, par surcroît, vendent énormément de publicité, davantage, on parle de 80% de la publicité maintenant qui est accaparée par le secteur numérique. Alors, il m'apparaît tout à fait normal que ces entreprises-là, qui profitent grassement du secteur de l'information, du contenu généré par les salles de nouvelles, contribuent au contenu qui les enrichit, contribuent au contenu qui leur fait faire de l'argent. C'est la moindre des choses. Madame la Présidente, je suis tout à fait conscient que C-18 ne va pas régler tous les problèmes du secteur de l'information, des médias en général et de la culture. De la culture, c'est plus séance, mais bref, les projets de loi qu'on a fait cette année. C-18 ne pourra pas tout régler. Il va rester des problèmes, il va rester des enjeux.
Et c'est normal pour moi que les gouvernements soient là pour aider un secteur qui est aussi fragile que le secteur de l'information, un secteur fragile, mais aussi un secteur tout à fait essentiel. Alors, évidemment, il y a d'autres outils qui vont devoir être mis à disposition pour aider nos médias. C'est clair. Et le fonds qu'on propose au Bloc québécois serait un très bon outil pour ça. Prélever des redevances chez les géants du numérique qui s'enrichissent à outrance pour que ce fonds serve justement à soutenir les médias qui sont plus fragiles, les médias régionaux, par exemple. Je pense que ce serait une bonne solution. Encore une fois, le Bloc se présente comme un parti qui propose des solutions, qui ne fait pas juste s'objecter et faire de l'obstruction. Je serais bien heureux d'en discuter avec les collègues et proposer ça plus en détail au gouvernement. Madame la Présidente, je m'arrête là. Merci. Bravo!